L'école du soir. Réflexion sur l'éducation. William Aspinall. Écrivain, romancier et critique colombien né à Herveo, une municipalité du département de Tolima. L'école du soir. Réflexion sur l'éducation. Il y a des questions naïves, des questions fastidieuses, des questions mal formulées, des questions posées avec une autocritique insuffisante. Mais chaque question est un cri pour comprendre le monde. Carl Sagan, Le monde et ses démons. À un certain moment de sa retraite dans les bois de Walden, Henri David Thoreau a dit à un paysan que Platon avait défini l'homme à Athènes comme un bipède sans plumes, et que Diogène le cynique, pour se moquer de cette définition, avait plumé une poule et l'a lâchée autour de l'académie en criant « Voici l'homme de Platon ». Le paysan, après avoir écouté attentivement l'histoire, au lieu de rire, dit pensivement, peut-être aurait-il dû ajouter que les genoux se plient dans le sens opposé. Cette histoire me revient toujours lorsque je réfléchis à la connaissance, et je pense que peut-être une grande partie de ce qui peut être dit sur les sages et leur connaissance y est contenue. Très souvent, les gens ordinaires, qui n'ont aucune formation universitaire, aucun diplôme, font des observations plus sensées sur la réalité que les universitaires et les professeurs. Mais c'est que nos idées de sagesse et de connaissance, et toute notre pédagogie, reposent sur des hypothèses très schématiques et très formelles. On pense que l'être humain n'arrive à connaître que par la voie de l'éducation académique, et que l'éducation consiste à se séparer de tout ce que nous étions à l'origine pour s'inscrire dans une tradition établie et illustre, changer les fausses notions pour les vraies notions, nous renseigner sur l'univers, nous former, nous corriger. Avant l'étude, pense-t-on, il n'y a en nous qu'erreur et maladresse. Ce que nous sommes à l'origine a mauvaise réputation. Je me souviens d'un dessin animé dans lequel une fille se plaint que la publicité, quand elle veut dire que même une personne maladroite sait manier tel instrument, dit « même un enfant sait le faire ». Cependant, de nombreuses études modernes nous rappellent qu'il existe des talents et des compétences chez les enfants que les adultes veulent déjà. J'ai entendu l'histoire du déchiffrement des glyphes mayas et du rôle que la présence d'un enfant a joué dans cette tâche de reconnaissance d'une écriture. Un garçon de 10 ans, fils d'un couple d'archéologues et de linguistes, les avait accompagnés à Tikal ou à Palenque, et tandis que le groupe de professionnels se réunissait pour échanger informations et conjectures, le garçon jouait parmi les ruines. À un moment donné, alors qu'il avait une discussion intense sur les stèles de pierre, le garçon, qui les entendit, intervint et leur dit « Non, c'est juste qu'il y a des dessins d'air, d'autres de terre et d'autres d'eau ». Les débatteurs le regardèrent avec étonnement. Le garçon les emmena ensuite à travers les champs et leur montra les stèles dont le thème était l'air, celles dont le thème était la terre et celles dont le thème était l'eau. Ce que les anciens, les sages et les spécialistes n'avaient pas pu voir, cet enfant qui jouait l'avait vu, avec l'extraordinaire capacité d'attention et de mémoire de l'enfance, il avait établi un système de correspondance que les autres auraient à peine atteint. Grâce à sa curiosité, sa capacité à jouer et sa mémoire, c'est la présence de cet enfant qui a abrégé ce processus de déchiffrement. Notre culture a tendance à ne voir dans les projets que des enfants. Les enfants sont l'avenir, nous répètent-ils continuellement, et avec cela ils ont tendance à oublier que les enfants sont aussi quelque chose de présent, un présent passionnant, plein de capacités d'apprentissage et aussi de capacités d'enseignement. Les voyant comme quelque chose d'encore inachevé, ils ne sont convertis qu'en récepteurs d'informations, sujets passifs de la discipline, bocaux vides qu'il faut remplir de données, de culture, et ils sont sous-estimés comme créateurs, comme chercheurs, comme réalité du présent, ils ne sont que les récipiendaires de la prétendue connaissance des autres. Le système éducatif semble être fondé sur le principe que seuls les adultes peuvent savoir et que leur autorité y repose. Le processus qui consiste à tirer les gens hors d'eux-mêmes et à leur prodiguer de fortes doses d'éducation commence de plus en plus tôt. On comprend qu'il est urgent qu'ils reçoivent des leçons, qu'ils apprennent à lire, à répéter des notions, à consommer des spectacles. La société moderne envahissante veut saturer les enfants de provisions dès le berceau, et est très concernée par les questions de stimulation précoce et même de détection précoce des talents et des génies. Comme les adultes ont peur de la solitude et du vide, comme ils sont parfois en proie à l'ennui, ils pensent peut-être qu'il faut sauver les plus petits en occupant en permanence leur temps et leur attention, ne permettant pas de vide dans leur vie. Beaucoup d'enfants sont parfois sauvés par la pauvreté, qui empêche leurs parents de les submerger d'objets au point de ne pouvoir concentrer leur attention et leur affection sur aucun d'entre eux. L'une des vertus les plus merveilleuses de l'enfance est qu'en elle, comme en Inde, il est impossible d'accéder à l'idée de pauvreté, car les enfants qui ont peu de ressources découvrent souvent le plus étonnant de tous les jouets, l'univers.
un corps, une prairie, un arbre, le vol d'un oiseau, le tigre dans sa cage, le chemin rigoureux des fourmis, le vent qui ferme et ouvre les portes, l'ombre au pied de chaque chose, le jour détaillé, le nuit de mystère et d'abîme, ces trésors infinis peuvent être appréciés par ceux qui n'ont rien si l'autoritarisme et la maladresse ne l'en empêchent. Il y a des adultes qui ne peuvent pas voir un enfant jouer sans avoir l'impression qu'il perd son temps. Et il y a même le cas des parents qui, lorsqu'ils voient leurs enfants lire par exemple, leur disent « Vous qui ne faites rien, allez m'apporter ceci ou cela ». En tout cas, la logique de la société industrielle, qui grâce à la télévision atteint très tôt même les plus pauvres, est invariable, fournir des biens, des informations, des spectacles, générer le besoin de beaucoup de choses qui se prétendent indispensables et qui ne sont que des bagatelles. Hölderlin, un sage vers qui l'humanité devra revenir de plus en plus souvent, écrivait « Laissons l'homme seul dans son berceau. N'essayons pas d'ouvrir les cocons hermétiquement clos de son être, ne l'expulsons pas trop tôt de la cabane dans laquelle il passe son enfance. Ne faisons pas trop peu pour lui, de peur qu'il ne se passe de nous et ne nous distingue de lui, n'en faisons pas trop non plus, afin qu'il ne remarque pas notre puissance ni la sienne et ainsi nous distingue aussi de lui-même, que dans sa maison l'homme s'aperçoit le plus tard possible que les hommes existent, et qu'il y a d'autres choses autour de lui, car c'est seulement ainsi qu'il deviendra un homme. La chose la plus importante à savoir qu'un être humain puisse accomplir ne peut-être venir que de lui-même. Cela ne veut pas dire qu'il doit grandir indifférent au monde qui l'entoure, cela veut dire que ces questions doivent venir de lui-même, que la connaissance la plus valable est celle qui résout les problèmes de son rapport au monde, aux autres et à lui-même. Pour être quelque chose, il faut être quelqu'un, disait Goethe, et ce n'est qu'en laissant parler la pluralité de nos émotions et de nos préoccupations que nous serons en mesure de véritablement dialoguer avec le monde. Qu'avant d'entrer dans l'éducation, nous ayons été autorisés à percevoir ce qui est en nous, les questions que nous portons, les inclinations que la trinité du caractère, du destin et du hasard dicte à notre être, la manière dont notre être a commencé à dialoguer la relation physique avec l'environnement culturel et avec le monde. Chesterton a dit que les enfants régneront au ciel mais que sur terre ils doivent obéir, et sans aucun doute il y a beaucoup de matières dans lesquelles l'expérience des parents, leur bon sens et leurs principes d'autorité doivent prévaloir, mais c'est une erreur de considérer les enfants comme des êtres incomplets et ne les abordant que pour imposer des choses, alors qu'il pourrait être si avantageux de les approcher aussi pour apprendre. Il leur est à peine permis de commencer à savoir qui ils sont, quelles choses de l'univers les émeuvent ou les dérangent, avant de prescrire un savoir homogène et un destin extérieur. Le résultat est que nous ne sommes autorisés à commencer à penser en tant qu'individus et à nous interroger sur nos penchants qu'après une longue période de pillage, d'imposition et d'annulation de toute force primitive. Kafka a écrit « Croire au progrès ne signifie pas croire qu'il y a déjà eu du progrès, ce ne serait pas une foi. » De même, croire à la nécessité de l'école, de l'académie, ce n'est pas croire que l'école a déjà atteint sa plénitude. C'est pourquoi il est important de souligner les erreurs et les lacunes du système éducatif, car l'éducation aussi, pour ainsi dire, doit être éduquée. On entend continuellement des gens dire que la solution aux problèmes de leur pays, que la solution aux problèmes du monde, réside dans l'éducation. La thèse paraît évidente, mais de quelle éducation parle-t-on ? Même les responsables de la Sainte Inquisition avaient des méthodes pédagogiques, l'Allemagne nazie publiait des abécédaires pour enseigner l'antisémitisme, il y a des écoles pour kamikazes, il y a des modèles éducatifs faits pour perpétuer la discrimination raciale, l'exclusion sociale, il y a des académies qui sont des fiefs de l'aristocratie l'esprit, foyer de répulsion et de rigidité mentale. Et si, même en admettant que l'éducation est la solution à beaucoup de problèmes, il fallait accepter que l'éducation, un certain type d'éducation, soit aussi le problème. Quel défi passionnant pour l'intelligence, de ne pas se limiter à célébrer l'éducation dans l'abstrait, mais d'exiger de nous une idée de ce que devrait être l'éducation. Comment faire la distinction entre la discipline qui forme des êtres à principes et à responsabilités et l'arbitraire qui forme des êtres soumis et négligents? Comment faire la distinction entre l'éducation qui forme l'être humain avec des critères et du caractère et l'éducation qui informe peu et qui brouille la personnalité? En cela, comme dans de nombreux cas, les réponses importent peu, le plus important est de bien formuler les questions. Il faut se méfier de l'école qui n'accepte pas la singularité mais s'efforce de brouiller et d'uniformiser les individus, de l'école qui combat toute originalité comme indiscipline, de l'école qui finit par représenter une sorte de revanche des adultes contre les mineurs et des répétitions et classifications de la vieillesse contre l'imagination de la jeunesse.
Il faut aller vers une éducation qui ne se limite pas à informer et à former, qui n'exagère pas le culte de la compétitivité, qui privilégie la capacité de créer, la joie de chercher, l'esprit de solidarité. Les uniformes abondent ainsi que les systèmes de classement arbitraires, les concours de répétition, le simple culte de ce que les autres ont créé, la discipline mécanique et obtuse. Lorsque Platon disait que la connaissance ne se transmet pas d'une personne à l'autre comme l'eau passe d'un récipient plein à un récipient vide à travers un fil de laine, il suggérait sans doute que la connaissance, plus qu'une accumulation de certitudes et d'informations, est fondamentalement une attitude. Une attitude qui permet de profiter de l'information pour arriver à de nouvelles conclusions, de profiter de certaines notions pour tenter de nouvelles réponses, d'utiliser un ensemble de réalisations techniques pour proposer de nouveaux défis. Il n'est pas possible d'exagérer l'importance de l'entrepôt de connaissances que l'humanité possède aujourd'hui, de l'océan de mémoire qu'elle gère aujourd'hui, mais en même temps il ne faut pas exagérer l'importance de l'académie au point de dédaigner toutes les autres des chemins qui peuvent être parcourus dans la recherche d'un savoir source de sérénité, qui permet d'aider les autres et d'améliorer le monde. Certains des êtres qui ont le plus influencé l'humanité ne sont pas exactement des enfants de l'académie. Nous n'avons aucune idée de l'école fréquentée par Bouddha, Socrate, le Christ ou Shakespeare. Nous voyons simplement dans l'imagination Bouddha méditant, Socrate conversant, Christ marchant et prêchant, Shakespeare écrivant, le reste est silence. Un certain académisme narcissique tend à disqualifier les autodidactes soupçonnés de manque de rigueur. Selon eux, seule l'académie est capable de fournir une mine d'informations et de ressources d'apprentissage, seule l'académie peut tout enseigner. Et plus d'un savant autodidacte est tenté d'utiliser cette phrase vénéneuse de Wilde contre les universitaires, oui, ils savent tout, mais c'est la seule chose qu'ils savent. Laissant de côté la controverse, nous devons convenir que nous appelons connaissance beaucoup de choses différentes, et que beaucoup de connaissances fondamentales de l'espèce ont été conquises loin des cloîtres. Nietzsche, qui avait une relation complexe et tendue avec les universités, a écrit un jour, sans doute comme un défi, cette phrase extrême, nous ne savons que ce que nous savons faire. Cela ressemble à une concession au pragmatisme, mais c'est aussi l'hommage d'un théoricien à la vaste connaissance universelle des artisans et des maçons, des agriculteurs et des ouvriers, des mécaniciens et des artistes, ceux qui fabriquaient déjà des instruments bien avant l'apparition de la technologie moderne, qui ils ont donné le bien-être à l'espèce bien avant l'apparition de l'industrie, ils ont construit des villes bien avant l'apparition des facultés d'architecture, ils ont transformé les arbres en chambres, en cabinets de plaisance, en bateaux pour partir à l'aventure, en guitares et même en sarcophages pour descendre se reposer. Un hommage du philosophe à l'homme d'action, qui ne théorise pas sur ce qu'il sait faire, mais qui manie des savoirs incontestables. Après tant de siècles, nous sommes inscrits dans des systèmes éducatifs complexes qui ont non seulement développé d'admirables ressources mais aussi compliqué leurs mécanismes jusqu'à l'absurde. Même la pédagogie la plus sensée peut être aggravée par de sinistres mécanismes d'exclusion dans lesquels être diplômé, c'est survivre aux épreuves d'Hercule, avoir été plus patient que Job et plus compétitif qu'un jockey de derby. Notre système national d'éducation, par exemple, a inventé un mécanisme rigoureux pour nier la validité des diplômes d'études secondaires qu'il accorde par le biais d'examens supplémentaires. Il prétend tester les connaissances et l'aptitude des étudiants, alors qu'en réalité il dissimule sa scandaleuse ineptie à offrir des places à tous les diplômés et à garantir la continuité du processus. Pour beaucoup de ceux qui parviennent à survivre à la guerre, au terme de leur parcours universitaire, la frustration qui s'ensuit de ne pas trouver d'emploi les guette encore et de découvrir avec étonnement, après des décennies de superstition académique, que les trafiquants gagnent mieux leur vie et les contrebandiers que les jeunes gens de lettres au laurier encore verts sur les tempes. C'est encore plus surprenant si l'on considère que l'éducation est offerte aux jeunes presque exclusivement comme un mécanisme de formation à la production, comme un moyen d'insertion sur le marché du travail, une sorte de « jardin d'enfants » pour l'industrie. Déjà cette réduction du savoir à la condition de simple tributaire de la production, de la formation pour obtenir un emploi, est une déformation qui explique pourquoi la formation professionnelle peut être parfois si mécanique et si sèche, mais il est plus grave de constater que ni pour cela but fonctionne pleinement. Il est naturel que l'étude serve à des fins pragmatiques, mais traditionnellement, l'éducation vise à la formation totale des individus, non seulement la transmission de compétences et de connaissances théoriques, d'informations générales et de données spécialisées, mais la formation du caractère, le renforcement de la volonté, la génération de comportements citoyens, la responsabilité sociale et l'éthique personnelle.
Dans un monde qui perd ses idéaux, dans un monde livré à sa propre fureur pragmatique, ces choses ne sont plus considérées comme importantes et, contrairement à sa réputation de phare moral et de guide spirituel, de nombreux pouvoirs cherchent à faire de l'école le premier en les abandonnant. La vérité est que si l'éducation est une formation et une transmission de compétences pratiques, les ateliers, les usines et les bureaux sont bien plus compétents pour la transmettre que les salles de classe, souvent prêtes à être contaminées par tout sauf la réalité. Les salles de classe semblent parfois des vestiges de ces époques qui ne croyaient qu'à la vérité révélée, administrée par une Église, qui considérait comme impure et vulgaire toute concession à l'expérience. Il provoque la perplexité que nous soyons enfermés dans des enclos ténébreux pour nous initier à la connaissance de la nature, que nous devons écouter pendant des heures et des mois un savoir ennuyeux et fossile alors qu'à l'extérieur le miracle du monde court. Il est en effet étrange d'étudier la botanique loin des bois, d'étudier les règnes de la nature dans des salles humaines rigides. Il est triste qu'au lieu de nous aider à être des individus, nous soyons obligés d'être des troupeaux soumis. Et comme le répétait Stanislaos Uleta, il est incompréhensible que les journées soient arbitrairement réparties entre cours et récréation, entre temps d'études et temps de plaisir, si bien qu'on s'habitue à penser que la connaissance est pénible et que le plaisir est inutile, alors que la vérité est qu'elle ne fait que nous libérer et que seule la connaissance qui a été un délice à conquérir dure en nous. L'histoire des grands individus de l'Occident est une histoire de grands rebelles, de critiques aigus de la tradition, d'êtres qui, par leur invincible singularité affective ou mentale, ont réussi à échapper à l'emprise écrasante des conventions. Ceux-ci finissent aussi par être de grands maîtres, car la liberté qu'ils conquièrent est un vent frais au carrefour de la civilisation. Tout grand esprit est libérateur et transformateur, précisément parce qu'il transcende les normes et les modèles, il suggère déjà une nouvelle mesure et un nouvel ordre. Rien n'est plus profitable que la curiosité et l'absence de dogme. Jamais plus d'idées non circulées, ni n'ont été plus diverses et contradictoires, jamais l'esprit occidental n'a peut-être été aussi vif et fécond que dans la Grèce des philosophes dits présocratiques. Entre tout semblait possible, le monde semblait docile aux explorations de l'esprit, un univers nouveau et différent naissait devant chacune de leurs pensées. Et le meilleur n'est pas l'étonnante diversité d'esprit de ces Démocrite et Parménide, Anaxagore, Empédocle et Héraclite, mais la possibilité qu'il avait de faire coexister, sans gêner, tant d'univers différents, grâce au fait qu'il n'y avait pas de grande vérité, un grand maître, une grande Bible avec son grand inquisiteur correspondant disqualifiant tant de fleurs au nom de la rose sacrée. Une certaine routine académique tient à ne nous offrir le savoir que comme répétition. Cela nous demande seulement de retenir les leçons, de répéter ce que nous avons appris, pas de créer quelque chose de nouveau. Peut-être l'hypothèse d'un savoir originel de l'élève le placerait-il dans une situation au moins égale à celle du maître, et notre pédagogie aime les hiérarchies, la subordination, un ordre où le savoir supposé confère autorité et pouvoir, où le savoir fonctionne en quelque sorte comme un instrument de domination. Mais vient maintenant la méthode la plus récente, affinée par de nouvelles ressources techniques et de propagande, qui consiste non seulement à penser que la connaissance existe déjà quelque part, qu'il n'est pas nécessaire de la produire à partir des qualités spécifiques de notre existence, mais que le sabre est une coutume marchandise fabriquée, qui sont vendues correctement emballées et prêtes à être consommées. La société moderne commence à remplacer l'idée de temple du savoir où les humains vont apprendre, par l'idée qu'il existe des usines de connaissances accumulées qui peuvent nous offrir toutes les connaissances nécessaires à la vie à la maison. Cette connaissance, bien sûr, est réduite à un appareil de formules et d'astuces pour la vie quotidienne, une pléthore d'images, d'artefacts et d'informations qui ne nous permettent même pas de savoir si cette vie pratique moderne, faite de passivité et de consommation, ça a quelque chose à voir avec la vie. S'il y a un intérêt à nous standardiser, à nous concentrer sur les villes, à gommer nos différences, à proscrire tout ce qui peut rendre l'aventure sur Terre précieuse et unique, c'est pour que les connaissances qu'elles nous vendent soient standardisées et offertes à tous de manière égale, pour qu'il est rapidement et massivement consommé. Hölderlin dit que dans son enfance il n'a pas été éduqué par les écoles mais par le murmure des bosquets. Et il ajouta, j'ai compris le silence de l'éther /, je n'ai jamais compris les paroles de l'homme. Je pense que notre éducation mérite d'être améliorée. C'est encore trop plein d'impositions, d'une violence évidente et subtile. La tradition que nous perpétuons tend à se massifier, à dissoudre le singulier, à éteindre toute voix originelle, à annuler toute invention non recyclable par le marché. Il y a eu des siècles de générosité, d'hospitalité, de détachement et d'héroïsme, et aujourd'hui seul l'idéal du profit semble respectable.
Mais si pour un instant l'humanité pouvait être sourde à toutes ses connaissances et à ses traditions, à toutes les institutions bâties au cours de siècles d'égarements et de violence, peut-être pourrait-elle entendre le murmure de sa vraie sagesse, ce que les voix intemporelles enseignent et avertissent de la nature. Et les abîmes de sa propre histoire. Avant les moyens de communication modernes, fascinants et omniprésents, qui envahissent et brouillent tout, devant les vénérables universités qui transmettent leur savoir, avant les ateliers du Moyen Âge, qui se partageaient respectueusement les savoir-faire, avant la Grèce civilisée, qui savait enseigner par la conversation et par l'exemple, il y avait la sagesse. Malgré ce que prétendent les flambées du progrès et l'arrogance de la modernité, il y a toujours eu de la sagesse, et les plus anciennes étaient peut-être les plus profondes et les plus essentielles. Ils ont su préserver le monde, ils ont su célébrer l'univers, ils ont engendré des langages et des mythes, ils ont construit avec leur inspiration et avec leur foi des beautés plus grandes que celles jamais construites par l'utilitarisme et la raison. À ceux qui prétendent que les savants universitaires sont supérieurs aux gens ordinaires et que les peuples sont ignorants, nous devons leur rappeler que ce ne sont pas des docteurs sages mais des peuples ignorants qui ont inventé les langues, raffiné les métiers, anobli le monde des légendes et des mythologies et fondé les dieux. En route. Que la sagesse la plus profonde a toujours germé des âmes en contact profond avec la réalité, et qu'elle a toujours été le fruit d'un mouvement de l'esprit créateur, et non d'une vaine répétition de choses connues. Cette connaissance ne peut être transmise par la violence ou la cupidité, mais, au mieux, comme le pensait Goethe, par l'amour. Que des milliers et des millions de lèvres fidèles à la vie et à elles-mêmes ont été celles qui ont tissé le langage dans lequel Shakespeare, confrère de la Escuela de la Noche, parlant enfin pour tous, a mentionné l'âme prophétique / du vaste monde rêvant le choses à manger, l'esprit prophétique / du monde immense rêvant des choses à venir, et que souvent les paroles les plus sensées, et aussi les plus salvatrices, peuvent sortir des lèvres les plus illettrées et les plus humbles. Terminé. L'école du soir. Réflexion sur l'éducation. William Aspinall.